Myriam, c'est quoi les réels avantages d'une collaboration ou d'un partenariat? L'enrichissement mutuel, je pense. Yes. C'est vraiment la base. Et après, un réseau aussi. Ouais, le réseau, le fait de. Le carnet d'adresse, comme tu disais au départ, tu avais eu un peu de mal à avoir un carnet? Non, quand je parlais de carnet d'adresse, je parlais plutôt de patients. Un agenda consistant avec des patients, avec des créneaux remplis. Okay. Au début, ça, je ne l'avais pas du tout, mais ça a été mon expérience, tu vois. Oui. Et ouais, aujourd'hui, je pense qu'il est important d'avoir un carnet d'adresse. J'ai cet événement-là, qui je peux contacter. Exactement. J'ai cette problématique, sur qui je peux compter. C'est exactement ça. Parce que moi j'ai mes spécialités, mais au final je ne suis pas spécialisée dans certains points. Il me faut pouvoir adresser mon patient à un professionnel qui pourra le prendre en charge. Ça fait et partie pas de faire notre des déontologie, bêtises, c'est exactement ça. Mais carrément, donc il me faut avoir un carnet d'adresse avec des médecins généralistes, avec des psychiatres, dont je travaille avec un qui est sur Saint-Denis-Basilique. Des coachs, d'autres psychologues spécialisés dans le social, dans le travail. Il me faut absolument un carnet d'adresses pour pouvoir être consistante et professionnelle. C'est ça, exactement. Et pour pouvoir apporter une prise en charge complète, moi, c'est exactement la même chose en tant que coach. L'une des premières choses que j'ai essayé de mettre en place quand j'ai été plus ou moins installée, c'est le contact avec des thérapeutes, avec des psychologues. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même aujourd'hui, qui viennent me rencontrer en me demandant j'ai telle problématique et moi, je sais que c'est ma limite. Ça, c'est très important d'être conscient de tes limites en termes d'accompagnement et de ne pas aller dans un endroit où ouvrir des portes que tu ne sauras pas refermer avec le patient. D'où l'intérêt d'avoir des partenariats de ce type-là. Exactement, j'allais te proposer, si tu voulais bien qu'on reste en contact, parce que j'ai une patiente actuellement, qui est vraiment en souffrance et je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Et je me suis dit, bon, quand à ça, oui, j'ai su que tu avais des compétences et que tu avais un cabinet, un parcours derrière toi. Je me suis dit, si ça se trouve, ça sera peut-être la bonne personne avec qui faire une collaboration. Exactement. Pour faire je ne vais pas dire un glissement, mais un adressage. Voilà, correct. Exactement, un adressage pour que l'accompagnement du patient puisse vraiment se faire totalement. Pour rebondir sur tes mots, pour ne pas ouvrir une porte, des blessures, des souffrances c'est totalement ça. Qu'on ne peut pas penser. Parce exactement. Que c'est un suivi, il faut renouveler tout le temps, quitte à ce qu'il y ait une guérison. Il faut être qualifié, tout simplement. Il faut être qualifié, c'est tout. On n'accompagne pas n'importe qui, n'importe comment. Au final, c'est la base. On se lève pas un jour, je vais être psy, non. Ou je vais être coach. Je vais être coach, non. Mais justement, par rapport à ça, ça me permet de penser une question que je vais poser tout de suite pour les personnes qui veulent se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, que ce soit dans le coaching, la psychologie ou dans d'autres domaines comme les finances, la banque, qui n'ont pas forcément les moyens tout de suite de financer ces grandes études parce qu'on sait que ça coûte cher, vous avez quand même payé des bonnes sommes. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce qu'il faut commencer d'abord tout doucement et ensuite se professionnaliser ou alors... Alors, moi je sais pas si on sera d'accord, on verra là-dessus. Pour moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut que tu commences là où tu es avec ce que tu as. Ça ne veut pas dire n'importe comment, ça veut dire que sur des métiers d'accompagnement, par exemple, c'est commencer à te former. Commencer à te former si tu n'as pas d'argent, c'est regarder des tutos, tous faits sur Internet aujourd'hui gratuitement. Moi, j'ai commencé par là. Ça ne veut pas dire qu'en regardant un tuto, tu vas être en mesure d'accompagner, mais ça veut dire que tu vas commencer ton cheminement à toi. Parce que tu ne peux pas, pour moi, être coach comme ça sans avoir eu un cheminement personnel. En général, tu suis un psychothérapeute, toi-même, tu te fais suivre. Moi, je me suis fait suivre, j'ai fait un travail de développement personnel, j'ai étudié la psychologie, j'avais déjà des bases. Enfin voilà, je débarque pas de nulle part. Donc, c'est commencer là où tu es avec ce que tu as et tu inities déjà le processus, tu vois. Si c'est un business, par exemple, la vente de vêtements, tu confectionnes des vêtements, tu commences avec ce que tu as. Tu achètes un petit matériel, tu n'as pas besoin de faire des gros lancements, des grosses choses qui se voient tout de suite. C'est pas ça qui va... Les gens qui ont des 100 000 cas, tu crois que c'est eux qui génèrent le plus d'argent, mais c'est faux, c'est du fake. Donc, concentre-toi sur ton objectif et découvre ton pourquoi. Ne te lance pas pour te lancer parce que tout le monde le fait. Lance-toi parce que tu as réellement cet objectif-là et ça, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire ce que tu fais. Je suis carrément d'accord avec elle, j'ai rien à ajouter. La réussite de beaucoup de personnes ne se sont pas faites sur des grosses études. Après, dans la psychologie, c'est une obligation. C'est un titre qui est protégé. Voilà, mais il y a plein d'activités aujourd'hui sur lesquelles on peut se lancer sans forcément avoir un atelier complet, avoir un cabinet complet. Moi, j'y crois à la réussite en fonction de chaque personne par rapport à là où elle est, clairement, et là où elle veut aller. Alors, la question est de savoir comment tu trouves ton épanouissement entre ta vie professionnelle, les coachings et tout, et ta vie privée.
dans la mesure où le soir, quand tu as fini par exemple une journée de coaching, il y a eu des émotions forcément à un moment donné, et que tu as aussi ces moments de qualité que tu passes avec ta famille, et que à travers ça, il y a quand même des choses qui se font ressentir dans le corps. Comment tu te couches le soir et aussi comment tu te lèves le matin. Ouais. Savoir. Honnêtement, toujours très motivée. Moi, je suis très croyante, donc je prie beaucoup. Ça me permet de relâcher la pression. Tu parles de ça en fait, l'émotion, les émotions qu'on accueille en fait. Hein. Quand on est face à des coachés, on pleure peut-être pas avec eux constamment, mais on accueille les émotions. Ça peut être de la colère, de la tristesse, du désespoir, plein de choses. C'est très très lourd. Donc moi, je me mets un maximum de coaching et d'accompagnement par mois, par semaine et par jour également. Je ne peux pas faire des enchaînements de séances parce que c'est très très lourd en fait, en soi. Comment je fais pour pallier à ça? Je fais de la méditation. J'ai commencé il y a quand même 1 an à peu près. Je fais du sport que je reprends, je fais de la boxe. C'est mon défouloir, je danse beaucoup chez moi des fois, comme ça. Je suis une ancienne danseuse. Hein. Je danse, honnêtement, écouter de la musique et tout, ça me permet de m'évader. Et j'ai un entourage très très bienveillant et positif. Donc des fois, quand j'ai besoin, je suis humaine, hein, de parler, de déverser parce que j'ai eu une séance qui était vraiment très profonde. Et que je me sens, je sais pas, lourde, bah, je parle de plein de choses, hein. Je parle pas des séances parce que c'est quelque chose qui est très privé, il y a le cadre déontologique qui nous interdit, hein, c'est la base, donc je parle de choses et d'autres, c'est exactement ça, mais c'est la vérité, c'est totalement la base, et en dernier recours, vraiment je sors, je marche, et je pense à rien, juste je me balade, et ça me fait énormément de bien. En gros là, Waldé, elle est en train de pointer du doigt le fait qu'il faut prendre soin de soi. Avant de prendre soin des gens. Tout à fait, exactement. Pour mieux accompagner ces personnes-là. Totalement. Et c'est ça la vraie problématique que beaucoup d'hypersensibles ou même d'individus lambda ne comprennent pas, c'est que avant de vouloir aider, supporter, protéger, accompagner, soutenir les gens, il faut déjà être en bon état. C'est quand toi-même tu es en bon état, c'est ce qui va te permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir accompagner les autres personnes, les individus, s'occuper de tes enfants, de ton conjoint, du cadre professionnel. Donc on prend énormément soin de nous. Elle a ses points, moi j'ai mes points qui m'aident à le faire. Il faut savoir couper au-delà de ça. Quand je suis au travail, je suis avec mes patients. Quand je suis dans ma vie privée, je suis dans ma vie privée. Exactement. Il faut couper. Et aussi, quand tout à l'heure tu posais la question du comment tu fais quand tu te lèves en te disant, là je vais aider quelqu'un. La personne a besoin de moi. Si elle n'aurait pas besoin de moi, elle ne serait pas venue. Il y en a plein des psys, il y en a plein des coachs, elle a demandé moi. Donc c'est moi qu'elle veut. Même quand je suis malade, ça me motive. Là, je suis malade, ça s'entend. Oui. Ça me motive pour venir parce que tu te dis que cette personne-là, elle a besoin de toi. Exactement. Et quand tu te couches le soir, pareil. Tu te couches avec une satisfaction. Exactement. Où tu te dis, ouais, j'ai servi 9 patients, j'ai servi 12 patients. Exactement. Aujourd'hui, ouais, j'ai fait le taf, quoi. C'est ça, mais totalement. Et t'es reconnaissant et tu éprouves de la gratitude et de la fierté aussi. Hein. Ce trajet, des fois, j'ai des personnes qui quittent toute la France. J'ai des patients sur toute la France. Je fais des consultations sur l'international. C'est pas n'importe qui. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Non, mais attends. Non. C'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que je suis honorée. Mais bien sûr. Parce qu'aux États-Unis, les patientes que je traite aux États-Unis, elles ont des patientes, elles ont des professionnels autour d'elles qui sont qui parlent la même langue qu'elles. Moi, je parle pas anglais. Elles ont d'autres personnes. Elles abandonnent ces personnes qui sont dans leur zone de confort pour venir me voir moi. C'est que parce que c'est ton expertise, parce que c'est toi. Il y a un lien aussi dans ce genre de métier d'accompagnement. Mais c'est un lien qui est très profond. Il est très important. Et du coup, dans ce sens-là, tous les matins, tu te lèves avec une niaque et tu te couches avec cette satisfaction de Pas avec la niaque peut-être, avec la fatigue de la journée, mais tu te couches sereinement en fait, tu vois, c'est ça. Tu sais que tu as fait ce que tu avais à faire, c'est ça. Super. Et surtout si tu arrives à te positionner en te disant oui, je suis un élément déclencheur pour le bien-être de quelqu'un. T'as tout gagné. C'est ça. Cette personne, quand elle vient, elle prend conscience de quelque chose, elle entend un truc qui l'amène à faire un lien. Qui l'amène à changer ses mécanismes de vie. T'as tout fait, t'as tout gagné en fait. Tu es l'élément déclencheur de quelque chose dans sa vie, donc c'est ça, la elle t'oublie pas. Ces gens-là ne t'oublient pas. Tu impactes la vie des gens. Totalement. Quand tu as un métier d'accompagnement, que ce soit coach, thérapeute, tu le ressens. Tu impactes la vie des gens et moi je trouve qu'il n'y a pas de plus beau métier au monde. Je suis désolée pour tous les autres, mais il n'y a pas de plus beau métier au monde que d'impacter la vie des gens positivement. Et il ne faut pas leur dire n'importe quoi parce que
même moi, des fois, je le vois en consultation. Le patient me dit, la dernière fois, j'étais dans le bus, je réfléchissais à votre voix. Vous étiez en train de me dire, je dis, ah, ça attends, là, t'as intérêt à faire attention à ce que tu dis. Hein. Quand les patients sont en consultation, ils reviennent, ils me disent, votre voix, je l'ai entendue, vous étiez en train de me dire ça. Je pensais à ce que vous m'avez dit. Tu vois, tu te rends compte de l'importance que tu as. Mais en fait, dans leur vie, concrètement, c'est que ce soit en coaching, moi je parlais du coaching, quand tu prends en charge, entre guillemets, la problématique d'une personne, tu rentres dans sa vie, tu fais partie de sa vie, c'est ça. Et pendant, nous c'est peut-être une durée qui est un peu plus courte, mais dans tous les cas, tu as impacté sa vie en instant T. Tu étais peut-être l'une des personnes les plus importantes de sa vie à ce moment-là. Il faut savoir, il faut avoir conscience de ça et l'accepter et faire le taf. Du changement. Il faut faire le taf correctement. Tu es l'élément déclencheur du changement. Exactement. C'est ce que j'allais dire après. C'est ça, c'est super. Et toi, quelles sont tes petites astuces? Parce que Wandé nous a dit qu'elle faisait du sport, de la danse. Toi, qu'est-ce que tu pratiques? Moi, j'aime dormir, j'aime manger au restaurant. J'aime dormir. Moi, j'aime dormir. Elle voulait dormir. Moi, j'aime dormir, hein, je vous dis la vérité, j'aime dormir. Non, j'aime dormir, j'aime bien mon lit. Ma chambre, c'est l'espace le plus beau de toute ma vie. J'ai une super belle chambre, elle est à mon image. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien arranger mon apparence, aller changer souvent de coiffure, me maquiller, me trouver des tenues qui me plaisent. C'est ma manière à moi de prendre soin de moi. Après, tout ce qui va être méditation, avec mes collègues, ça nous arrive de faire des supervisions entre nous. Danse, sport, musique dans la voiture à fond. C'est ça. Tout pour te détendre, quoi. À ta manière. Voilà, chacun le fait à sa manière, mais il faut que tu le fasses en ayant conscience que tu le fais pour toi. Exactement. Pour ta satisfaction. C'est une manière pour toi de prendre soin de toi comme si tu étais une personne tierce. Mais il faut t'aimer en fait de la même manière que tu aimes tes enfants ou ta meilleure amie ou ton homme en fait. Non, même plus encore. Bah, bien sûr, je suis d'accord. Parce que si tu aimes ta meilleure amie comme toi-même, c'est-à-dire tu te... Je parle de la bienveillance plus. Tu sais, quand tu regardes l'autre, en général, tu as tendance à être bienveillant, à être conciliant, à être, tu vois. Et toi, au contraire, bien au contraire, des fois, tu as tendance à t'en vouloir, tu vois, à être très dur avec toi-même. Il faut t'aimer au minimum de la manière, ou en tout cas te regarder, te traiter au minimum de la manière où tu vas traiter tes meilleurs amis, tes proches, en fait, et davantage, quoi. Et ça, c'est le self-love, ça, c'est la philosophie. L'amour de soi développe beaucoup de choses. Et je pense que Wendé ne vous le dira jamais assez. La base de la confiance en soi, c'est la perception que tu as de toi-même. Exactement. Et si tu te perçois avec un regard bienveillant et positif et rempli d'amour, automatiquement, ta confiance en soi, tu peux la stimuler. Et la confiance en soi, c'est pas quelque chose que tu vis tout le temps à la même échelle. C'est totalement fluctuant. Ouais, tu vois, il faut... La confiance en soi, tu peux la subir... Je prends beaucoup ça dans mes vidéos, tu peux la subir juste à un moment instantané parce que l'événement qui se présente à toi provoque des émotions, stimule des choses, ça te fait sortir de ta zone de confort et tout va dépendre de... Voilà, c'est ça la confiance en soi. Donc, non, il ne faut pas attendre de soi d'être parfait tout le temps. Il faut accepter aussi ces moments bas qui sont enrichissants. Totalement. Et c'est ça qui va te permettre demain d'être au top. Et cet amour de soi te permet... Bah ouais, cet amour pour soi. Quand tu t'aimes, tu vas vouloir réaliser tes projets pour toi. Quand tu t'aimes, tu vas vouloir aller là où tu vas aller. Voilà. Tout simplement. Donc c'est cet amour pour soi qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est cet amour pour soi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est cet amour pour soi qui est la base de toute chose. De toutes les relations que tu vas avoir avec toi-même et avec les autres en fait. Exactement. D'accord. Et j'ai une question pour toi. Il y a des gens qui appréhendent beaucoup le fait de se faire suivre par une psychologue. Ouais. Et dans la société afro, excusez-moi du terme, malheureusement, beaucoup de gens ont des idées préconçues et même du coaching d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui seraient, par exemple, en souffrance ou peut-être pas, mais qui ont des idées préconçues et qui n'osent pas venir aller se faire consulter? Alors, effectivement, beaucoup de personnes de la communauté africaine ne ressentent pas le besoin d'aller voir un psychologue, etc. Parce que j'ai envie de les comprendre. Pourquoi j'ai envie de les comprendre? Parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Dans notre éducation, on n'a pas été préparé à... Tu te sens mal, tu sens une souffrance, tu as des émotions, tu ne les gères pas, bah viens, on va voir un professionnel de la santé mentale qui va t'aider à dénouer tout ça. Nos parents n'ont jamais entretenu ce dialogue avec nous-mêmes et même on ne les a pas vus faire. Quand nos parents ou nos tantes, etc. ont des souffrances,
et ben, ils ont plutôt tendance à en parler à des amis, à la maison, devant les enfants. Ils ont l'habitude d'aller voir peut-être des imams ou des prêtres ou autres, ou leurs amis, voilà, des pasteurs, ce genre de choses pour pouvoir décharger cette souffrance. Mais quand tu décharges ta souffrance, des fois, tu en as qui sont bienveillants, etc., qui vont pouvoir te donner des petites pistes, mais c'est pas en rapport avec le psyché encore. C'est pas en rapport avec les mécanismes. C'est pas en rapport avec le côté professionnel de la psychologue qui a cette connaissance de base du fonctionnement cognitif, de la connaissance qui est recentrée sur le cerveau, l'émotion et l'acceptation de tout ça. Donc moi j'ai envie de leur dire venez me voir. J'ai envie de leur dire venez voir Assa Diallo. C'est pas du tout aller voir un psy qui va vous juger, vous rabaisser ou ne pas vous écouter ou ne pas vous donner de réponse. Moi vous verrez sur mes avis que vous retrouverez sur Google ou sur Medofilm, ce sont des gens qui ont été satisfaits de mon professionnalisme, mais aussi de ma douceur, de mon côté empathique, de la manière dont je les ai respectés malgré leurs paramètres, de mon écoute aussi très active. Donc j'ai envie de leur dire venez en consultation et venir voir un psy, c'est pas synonyme de folie, bien au contraire, parce que toutes les personnes que moi je rencontre déjà depuis le début de ma carrière, j'ai vu que des gens très forts, des gens courageux, des gens qui ont subi, qui ont supporté des choses assez lourdes. Donc les gens qui viennent voir des psychologues, ce sont des gens forts. Les faibles, en général, ils restent chez eux. Exactement. Ils ont peur de se confronter totalement. Ouais, ils ont peur, donc ils ne viennent pas. Non, moi, j'ai que des patients très forts et j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce qu'ils ont peut-être ce courage que moi-même, à ça, je n'ai pas. Mais c'est la base de tout, hein. À un moment donné, trouver le courage de te dire je ne vais pas bien ou alors j'ai besoin d'un accompagnement, c'est très très fort. Donc dès lors que tu as fait cette démarche-là, tu es déjà dans le chemin qui va te conduire. Dans le cheminement de la guérison. C'est exactement ça. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Aller voir un psychologue, moi, quand j'étais plus jeune, c'était tabou. Hein. Ouais, mais totalement. C'était très tabou dans le sens où nos parents, ou même nous, on pouvait ressentir parfois de la honte peut-être en se disant mais je suis fou. Moi, j'ai déjà entendu des proches à moi, des grands, des adultes, dire ah mais lui, il est devenu fou, il est allé voir en plus un professionnel. Mais c'est une idée qu'il faut déconstruire et je pense que ça, tu le fais très bien et que moi, on le fait aussi en tant que coach. Dans les débuts, je vais revenir juste là-dessus, la communauté noire, notre communauté, ne m'a absolument pas soutenue pour la plupart. Dans le sens où j'ai même eu des messages, un message qui était censé être encourageant, qui m'a marqué jusqu'à l'heure. J'avais fait une story qui a finalement généré plein de rencontres très positives, mais ce message-là, de cette personne qui était noire, c'était de me dire « c'est super ce que tu fais, je ne savais pas qu'il y avait des noirs qui pouvaient être concernés ». Ok, what the fuck, c'est quoi le compliment ou pas que tu veux me faire passer? J'ai pas compris. Tout le monde est touché, tout le monde. On a tous une manière de penser, de réfléchir, on a tous des schémas internes, on a tous une psychologie et une manière de penser notre vie en fait. On a une carte du monde qui nous est propre. Donc tout le monde est touché par ces problématiques-là, de savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, etc. Quelque chose qui est propre à l'humain. Tu me rejoins là-dessus? Mais totalement. Donc, il faut dissocier la santé mentale à la santé physique. Exactement. Et la santé mentale peut avoir des répercussions sur votre santé physique, surtout en somatisant les émotions. Totalement. Vous n'avez pas remarqué que des fois, vous avez des gens qui ont tellement intériorisé, ils vont avoir des maladies chroniques, des blocages de dos, de la nuque, un sommeil, le dos qui se courbe. Plein de choses. Il y a plein d'éléments. Le psyché peut avoir des répercussions sur la santé physique. Et il ne faut pas avoir honte ou peur ou des idées préconçues sur les métiers de l'accompagnement. En fait, faites-vous votre propre opinion. C'est le plus important, je trouve, sur Terre, même en tant que personne. Tu as une opinion, tu as un instinct, tu es une personne à part entière, toi. Donc plutôt que de te dire c'est comme ça, ou je vois les choses comme ça, ou j'ai entendu que c'était comme ça, fais-toi ton opinion. Fais-toi ton opinion, suis à ça, suis-moi, Wendy, et on saura t'accompagner du mieux possible. J'accompagne sur les problématiques qui sont peut-être moins profondes au départ, mais c'est dans le même processus du mieux-être, quoi qu'il arrive. Exactement, et je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit là parce que je fais des vidéos dans lesquelles je fais beaucoup de témoignages sur ma vie parce que j'ai tout comme toi, on m'attribue 18 ans mais pourtant je suis du haut de mes 30 ans quand même hein, et j'ai une expérience quand même assez lourde et dans mes vidéos je ressors beaucoup mon parcours personnel privé pour faire comprendre aux gens sur ce que tu as dit, les douleurs, la souffrance psychologique ou mentale.
se répercute à un moment donné sur une partie de son corps en fonction des émotions qu'on a ressenties et qu'on a longtemps intériorisées. Exactement. Et malheureusement, dans la société, je dirais noire, du moins au plus, il y a beaucoup de sujets tabous. Donc les gens, ils ne vont pas aller consulter les professionnels déjà, comme les psychologues, les coachs ou autres, hein, qui sont stigmatisés parce qu'ils ne comprennent peut-être pas l'importance de leur travail. Et ils vont garder intérioriser toutes ces souffrances dues au décès, troubles émotionnels, les viols à l'adolescence ou à l'enfance, les relations toxiques et des situations désagréables au niveau du travail avec des collègues et tout ça. Donc à un certain moment donné, le mental, il est, je dirais pour moi, hein, tu me corrigeras, il est fatigué. Et alors, il y a une certaine transition entre le mental et le corps, d'où les douleurs psychosomatiques, les douleurs somatiques. Psychosomatiques. Exactement, j'en ai eu comme justement, je vous le dis, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Alors, j'ai parlé des douleurs chroniques du dos que j'avais à un moment, qui étaient dues à une accumulation de mon passé émotionnel, mon réservoir émotionnel, il était, je dirais, peut-être à moitié ou totalement, je dirais, rempli des souffrances liées par exemple à la perte de ma mère à mes 14 ans, à un viol que j'ai subi, plusieurs d'ailleurs, mais bon, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment important, je vous recommande pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les motivées, d'accord, la team là. Alors si vous voulez me faire plaisir, je vous en prie. Je peux dire un dernier truc, tu vas me tuer. C'est hyper important parce qu'on se l'est dit en off, il y a de plus en plus de noirs de la communauté qui passent à l'action, c'est-à-dire qui osent se faire accompagner, qui osent en parler. Moi, j'ai été à plusieurs événements organisés avec African Cut, où il y a beaucoup de noirs, femmes, hommes, etc. Et il y a énormément de personnes noires qui passent à l'action et qui sont accompagnées aujourd'hui, qui n'ont pas cette honte-là. Donc il faut le dire, il faut le souligner, je trouve aussi. Ouais, il faut le souligner, d'autant plus que de plus en plus, en tout cas en ce qui concerne la psychologie, moi je suis accompagnée de collègues afro-descendants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a monté le collectif interculturel. Ils sont là, ils sont sur le terrain, ils sont prêts, ils sont africains. Et ils comprennent le côté culturel, ils accompagnent et en donnant des vraies réponses aux patients qui viennent. Ça y est, la nouvelle génération de psychologues, elle est dynamique, elle est jeune, elle est fraîche, elle est là, elle a juste envie de vous accompagner. Mais oui, totalement. La nouvelle génération de psychologues et de coachs, les vrais coachs. Autant pour moi. Non, effectivement, ouais. Donc, je comprends, ma belle, désolée. Lancez-vous, faut sauter le pas. Faut y aller. N'ayez pas peur. Au moins, essayez une fois. Si ça ne vous convient pas, bah voilà. Vous l'aurez fait. Voilà. Vous serez passé à l'action, ce que plein d'autres n'auront pas fait. Donc vous aurez fait la démarche. Tout à fait. Exactement. Donc il faut toujours essayer. Donc n'hésitez pas à visiter les différents réseaux sociaux de One Day Coach en motivation développement personnel. Également ceux de Assa, qui est psychothérapeute. Donc n'hésitez pas à retrouver Assa sur ses réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Effectivement, sur YouTube, Insta. Faut que je te rajoute sur YouTube. Ouais. Donc, je mettrai le lien des différentes plateformes de ces dames professionnelles dans la description de cette vidéo. Donc voilà. Et pour terminer, quels sont vos conseils? Quels sont vos conseils par rapport à l'auto-entrepreneuriat de la femme, par rapport à trouver sa mission de vie, exercer un métier qui nous passionne, qui nous fait se lever le matin avec le mindset, le jus là, hein, la niaque. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à la jeunesse? Moi, j'ai envie de reprendre ce que Wanda elle a dit tout à l'heure, c'est très important. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Il ne faut pas se lancer pour se lancer. Lancez-vous parce que vous avez une raison, parce que vous avez un plus-value, parce que vous avez envie, parce que vous êtes déterminé, parce que des échecs, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y en aura. Et il faut être prêt à se relever malgré ces échecs. Et si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas déterminé dans ce que vous voulez faire, vous n'allez aller nulle part malheureusement. Donc lancez-vous, soyez des femmes entrepreneuses, soyez des femmes courageuses parce que vous le voulez, mais parce que aussi vous le pouvez. N'hésitez pas à aller chercher ces ressources en vous, en améliorant votre connaissance de vous, en améliorant votre relation avec vous-même. Il n'y a pas de raison. Et si vous avez besoin que je vous accompagne, je le ferai avec grand plaisir. Ah, ça, elle a tout dit. Salut. Imagine que c'est ça ma conclusion. Alors, moi, mon conseil, je rejoins ça sur ce qu'elle a dit. Finalement, je ne vais pas rajouter grand-chose. C'est de vraiment apprendre à vous connaître, apprendre à savoir qui vous êtes et réellement vous accepter. Ça ne sert à rien de commencer dans l'entrepreneuriat si vous n'êtes pas en phase avec vous, puisque vous n'allez faire que de ramer, en fait. Ça ne va pas fonctionner. Donc, trouvez votre mission de vie, oui, mais avant ça, apprenez qui vous êtes et ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez le salariat ou est-ce que vous voulez l'entrepreneuriat? Pourquoi vous voulez l'entrepreneuriat, si c'est le cas?
Donc découvrez ces choses-là, apprenez de vous, prenez le temps qu'il faut, commencez là où vous êtes avec ce que vous avez et faites-vous accompagner si besoin, le cas échéant, par moi, Wendy, sur la confiance en soi, ou par Assa, ou par des personnes qui peuvent vous accompagner, en qui vous aurez confiance. Voilà. N'ayez pas honte et soyez conscientes de votre valeur, les filles, parce que vous êtes des queens, nous sommes toutes des queens, et les hommes aussi, bien sûr. J'ai envie de clôturer en disant que l'entrepreneuriat, pour moi, le vrai entrepreneuriat, c'est le fait de sortir chaque jour de sa zone de confort. Merci mesdames pour tout ce moment, ce grand moment de partage. C'est un honneur pour moi. Totalement, franchement. Pour vos parcours professionnel et privé. À vous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de motivation. Restez connectés. Okay? Merci. La force mentale, c'est la nouvelle beauté. À bientôt. Ça, c'est ta phase. C'est vrai en plus. J'adore. C'est vrai.